Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des nouveautés spéciale API. Donc, vous allez le voir, c'est un format un peu particulier qu'on vous présente aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez toujours nous faire signe pour voir que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien? On fera de même pour nos intervenants. Je vois déjà qu'il y a des messages sur le chat, donc c'est que ça a l'air de bien se passer. Alors aujourd'hui, attendez, avant de vous les présenter, je vais quand même vous dire le prochain webinaire qu'on va animer. C'est un webinaire sur la facturation électronique, donc ça fera peut-être un peu écho, s'il y a des cabinets comptables qui nous suivent, ça fera écho à ce que vous avez eu fin du mois d'octobre. On accueille Cyril Sautreau, qui est un intervenant expert sur le sujet de la facturation électronique. Et cette fois-ci, ça va être un webinaire spécialement pour les TPE, PME, pour savoir un peu qu'est-ce qui vous attend sur la facturation électronique, quels vont être les bouleversements dans les années à venir et comment on va intégrer tout ça dans Evolis. Donc, il y aura François Petit avec Cyril Sautreau. Comme ça, vous pourrez poser vos questions sur qu'est-ce qui va arriver sur la facturation électronique. Et puis, vous verrez dans Evolis comment on va simplifier ça au maximum pour que ça se passe bien pour vous et que le changement se fasse tout en douceur. Donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire. On se retrouve à la fin du mois. Vous verrez passer des communications sur le sujet. Je sais qu'il y en a qui sont déjà inscrits. Donc, n'hésitez pas. Et les cabinets, vous pouvez inscrire vos clients. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement utilisateur Evolis. Donc, vous pouvez transmettre ce lien à tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va parler API. Donc là, sujet un peu plus technique. J'ai vu des noms des inscrits sur cette présentation des nouveautés qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, tant mieux, c'est que le sujet vous intéresse particulièrement. Du coup, pour une présentation des nouveautés techniques, on a fait appel à des animateurs plus techniques que d'habitude, puisqu'on a aujourd'hui Olivier Gasquet, que vous connaissez, qui est notre CTO, notre directeur technique. Et on a Julien, que vous connaissez peut-être un peu moins, qui est développeur chez nous depuis de nombreuses années et qui seront là du coup pour vous présenter l'API, mais aussi pour répondre aux questions, puisque sur le chat, ils ont convié 2 autres développeurs, Peter et Brice. Donc, vous pourrez aussi les harceler de questions. Elles ne seront pas forcément toutes traitées à l'oral, mais si vous en avez même à l'écrit, vous pouvez vous adresser. Normalement, là, on est équipé, il y a tout un panel de personnes pour vous répondre. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, Olivier et Julien, je vous laisse la main. Et puis, j'espère que ça va en répondre à pas mal de questions, parce qu'on a pas mal de questions sur l'API. Et vu qu'il y a une nouvelle mise en production la semaine prochaine, de mémoire, enfin, Olivier, tu confirmeras ou pas, il y a pas mal de nouvelles choses qui vont sortir. C'est ça. Ben, merci Anaïs. Oui, la mise en prod est prévue pour le début de la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Alors du coup, aujourd'hui, le but, c'était de refaire une passe un peu sur tout ce qu'on a mis en production depuis qu'on a lancé l'API. Donc on va démarrer par un petit récap de ce qu'il faut savoir si on doit se lancer sur les API. Alors peut-être que ça sera de la redite pour certains, mais mieux vaut repasser un peu sur tous les sujets. Premièrement, déjà la documentation qui est accessible sur evolis.io et du coup l'API qui est accessible sur evolis.io/API/. Donc tous les endpoints partiront de cette URL-là. Ce qu'il faut savoir d'abord pour les concepts généraux, donc sur toutes les données qu'on met à disposition ou celles que vous pouvez créer, on est parti du principe que tout ce qui était API GET était équivalent à ce qu'on exporte aujourd'hui dans l'application. Et tout ce qui est API POST serait l'équivalent de l'import de données ou de la saisie selon les écrans. Donc tout a été fait ici pour ressembler au maximum à la logique qu'on a dans l'application. En termes de fonctionnement, c'est pareil. La logique d'Evolis, du coup, est respectée au maximum. Donc, en cas de doute sur la manière dont ça doit fonctionner ou le comportement que ça peut avoir dans des endpoints ou même le nom des champs, vous pouvez toujours vous référer à ce qui se passe dans l'application. C'est aussi un réflexe qu'on a côté dev. Quand on a un doute, on regarde le fonctionnement en fait qu'on a déjà établi dans l'application web. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on respecte sur la partie création de données toutes les contraintes liées à la NF203. Donc là, vous retrouverez les mêmes contrôles et les mêmes contraintes. Ensuite, quelque chose qui est assez récurrent, donc ça va être tout ce qui est périmètre de vue, habilitation et restriction d'accès. Donc c'est bien trois domaines différents chez nous.
La première partie est le périmètre de vue qui s'applique à des utilisateurs dans l'application, au niveau, par exemple, de la vue sur les documents de vente. Est-ce que je peux voir uniquement mes données ou toutes les données de la société? Vu que les clés API sont générées pour un utilisateur, quand on se connecte à l'API avec ces crédentials-là, on récupère tous les périmètres de vue, les habilitations et les restrictions de cet utilisateur. Donc là, en l'occurrence, j'ai un utilisateur qui voit que ses données sur la partie vente et toutes les données sur la partie achat. Quand je vais me connecter à l'API, j'aurai exactement le même comportement. Sur la partie habilitation, donc c'est exactement pareil. Si je peux gérer les clients sur ma fiche utilisateur, dans ces cas, alors quand on est admin, on peut tout faire. Là, on parle vraiment des utilisateurs, profil utilisateur. Si je peux gérer les clients, du coup, je pourrais aussi les gérer sur l'API. Pareil pour le catalogue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une habilitation particulière pour exporter des données. Ça a été demandé au tout début où on a proposé des exports en Excel. Pour les clients qui ont des commerciaux pour lesquels ils veulent pas qu'ils partent avec le fichier client, il y a une habilitation particulière sur l'export des données qui s'applique aussi à l'API. Et donc enfin, on a les restrictions d'accès. Donc là, ça va être sur ce que l'utilisateur peut voir en termes de menu. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais si je m'enlève, par exemple, dans la partie vente, la partie devis, admettons, quand je vais utiliser mes clés API qui ont donc une vue restreinte, je ne pourrai pas accéder au endpoint des devis. Donc ça, c'est la logique qui est respectée partout. Donc une fois qu'on a vu ça, on parle maintenant de l'authentification qui est aussi souvent une question qu'on nous pose. Donc une clé API, comme je viens de le dire, par utilisateur. Donc quand je suis admin, je ne peux pas générer des clés pour les autres utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui est cloisonné et qui est restreint. C'est l'équivalent d'un login mot de passe. Il faut attaquer le endpoint / login pour récupérer donc un access token qui va nous permettre pendant la durée de vie de 20 minutes de requêter les autres endpoints. Donc là, on a la date qui vous est renvoyée dans le endpoint, en plus du access token, la date à laquelle ça va expirer. Et ensuite, vous avez la liste des scopes qui va correspondre grosso modo à tout ce que vous pouvez voir dans la partie menu de l'utilisateur connecté. Autre sujet à voir avant de démarrer, c'est la base de l'URL. Donc il y a un petit sujet sur la partie ici, alors je ne sais pas si on voit ma souris, donc sur la partie quand j'attaque l'API, donc /API, /V1 si vous voulez rester sur la V1, sachant que vous pouvez ne pas le mettre. De la même manière, quand vous êtes une entreprise, que vous générez vos clés pour une seule entreprise, vous n'êtes pas obligé de spécifier la partie compagnie et le compagnie ID. Vous pouvez directement attaquer le même endpoint. Là, on a pris l'exemple des paiements avec API /V1 /paiement. Dans le cas d'une utilisation de clé API d'un multi-compte, donc là, c'est quand vous avez plusieurs sociétés rattachées à un seul compte dans Evolise, sur les marques grises ou les marques blanches. Dans ces cas-là, il faudra forcément spécifier le compagnie ID, puisque ensuite, vous pouvez requêter sur plusieurs sociétés. Un rate limit qui a été déjà repoussé, on avait mis 60 requêtes par minute, on est passé à 100. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. On a eu un cas d'usage qu'on verra en dernier qui peut poser problème, mais c'est pas encore en production de mémoire, et on le reverra plus tard. Ensuite, il y a un sujet sur la pagination. Donc normalement, on a plugué de la pagination quasiment partout. Donc, partout où dans l'application actuellement vous avez une pagination, elle se retrouve aussi dans la partie API. Donc vous retrouvez en fait 3 blocs. Donc la partie des données qui concerneront toutes les données que vous requêtez, qui peut être vide dans le cas où il n'y a aucune donnée. La partie links qui vous permet de suivre ensuite les liens de pagination, ce qui équivaut en fait à la pagination que vous pouvez retrouver dans une appli web. Et ensuite les méta qui vous permettent d'avoir les données, la page sur laquelle vous êtes, la page, la dernière page, le nombre d'enregistrements par page et le total d'enregistrements qu'on a requêté. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quasiment toutes les données, toutes les requêtes dans Evolise sont toujours bornées sur une période. Donc, on a repris globalement toutes les périodes qu'il y avait dans l'application, donc qui sont ce tableau-ci.
avec la particularité qu'on retrouve ici, la partie custom, c'est pour spécifier une borne de date qu'on voit en dessous. Donc, je vous ai mis l'exemple. On précise que la période est custom et on met une date de début et une date de fin. Donc là, on va rentrer un peu plus dans la partie get. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc le périmètre couvert actuellement sur les ventes, normalement, on a quasiment tout. Donc on a les factures, les devis, les commandes, les bons de livraison, les paiements, les avoirs et les acomptes. Sur la partie achat, on a mis la bannette des dépenses et les avoirs fournisseurs. Sur la partie banque, on a mis donc tous les mouvements bancaires, mais aussi les comptes bancaires, ce qui vous permet ensuite de récupérer les soldes de la banque, de chaque compte bancaire récupéré. La compta, donc on a été exhaustif aussi sur la compta, tous les journaux, la balance, le grand livre et le FEC, avec les pièces. Donc là, vous avez toujours un lien pour récupérer les pièces de chaque élément. Sur les tiers, on a fait donc les clients, les prospects, les fournisseurs et tous les contacts associés. On a des articles catalogues. On a quelques rapports, donc chiffre d'affaires impayé, des arrivants à échéance, sur la partie vente et la partie achat. Et ensuite, beaucoup de paramétrage. Donc ça, c'est ce qui notamment va sortir en début de semaine prochaine, où on a toutes les classifications, les taux de TVA, les axes analytiques, et les modes de paiement, les délais de paiement aussi. Donc tout ça, c'est ce qui manquait pour pouvoir faire la suite. On a des particularités, donc on a première particularité, c'est les documents liés. Donc là, j'ai mis une capture d'écran de l'application, on voit sur la partie gauche. Donc je suis sur un devis. Ce devis-là est lié à a été facturé. Donc il y a 2 acomptes qui sont liés sur ce devis et une facture. Ça, c'est un endpoint particulier qu'on appelle links, où on lui passe là en l'occurrence la partie cote, l'ID du devis, et ensuite on a le résultat à droite, qui est l'équivalent de ce qu'on a du coup dans l'application, qui nous permet de lister tous les documents qui sont liés. On verra un cas d'usage un peu plus tard avec Julien, qui présentera un peu plus en détail ce cas-là. Ensuite, on a les fichiers liés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie journaux. Sur chaque document qui a un document qui est généré pour la partie vente qu'on génère nous-mêmes, ou sur la partie achat que vous pouvez pousser vous-même, vous pouvez ensuite, par l'API, le récupérer. Donc là, ça marche exactement comme les liens qu'on a vus tout à l'heure. On donne le type de document, son ID, et on retrouve le nom du fichier, sa taille en octets, et le file content qui est du base64, que bon, bien sûr que là, j'ai pas mis en entier. Et donc ça, on l'a sur, c'est le tableau que j'ai mis sur le côté. On l'a à la fois sur les factures, les devis, les commandes, donc toute la partie vente. Et ensuite, sur la partie de droite, les dépenses, les avoirs fournisseurs, la caisse, c'est tout ce qu'on peut charger ensuite par-dessus. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a une particularité aussi sur les multicomptes. Donc je l'évoquais tout à l'heure, c'est quand vous avez une marque grise ou une marque blanche, que vous gérez donc plusieurs sociétés au sein d'un même accès. Donc vous avez un seul accès, donc un seul accès à payer aussi. Vous pouvez requêter toutes les sociétés qui sont liées avec leurs utilisateurs, la notion d'abonnement, s'ils sont encore actifs ou pas, tous les menus qui sont associés pour chaque société, et les modèles. Donc là, ça correspond au modèle d'export comptable qu'on peut paramétrer par défaut dans l'application. Ensuite, sur la partie poste, donc là, c'est le périmètre qu'on a étendu là récemment, cet été, et avec la prochaine version qui va sortir. Donc on peut, sur la partie facture, créer des factures en brouillon. Donc par défaut, le endpoint de création crée forcément des factures en brouillon. Ensuite, on a un endpoint particulier qui permet de l'enregistrer. Donc à partir du moment où c'est enregistré, ça devient un document comptable avec un numéro définitif, et il est inaltérable, non modifiable. Et on peut aussi envoyer par mail qu'on avait déjà. Ensuite, on peut créer des paiements sur des factures ou sur des acomptes. On peut créer des commandes clients. Donc là, elles sont directement enregistrées. Dans ce cas-là, elles ne passent pas par étape brouillon. On peut créer des clients et des contacts associés, et on peut ajouter des articles dans le catalogue. Ensuite, on a une particularité, c'est que vous pouvez aussi, via API, pousser dans la bannette.
Là, je vous laisserai regarder les cas d'usage, mais si vous avez déjà un connecteur ou vous-même être un facturier, vous pouvez du coup pousser ça dans les bannettes des sociétés. Ensuite, le multi-compte, vous pouvez créer des sociétés depuis l'API. C'est globalement l'écran d'inscription classique à Evolise. Vous pouvez délier des comptes. Là, c'est dans le cas des cabinets comptables, puisque la facturation est liée à la création des comptes. Donc, on peut aussi délier quand on perd un client. On peut les basculer de test à production. Et dans le cadre du partenariat avec Maunisoft, on peut connecter Maunisoft par API. Maintenant, on va rentrer dans les cas d'usage. Donc, je vous ai présenté tout ce qui était récupération de données et création de données, et je vais laisser Julien, du coup, nous présenter un peu tous ces cas-là. Oui, bonjour à tous, c'est déjà à moi. Je vais reprendre la main et partager mon écran au même endroit pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, on a plusieurs cas d'usage, plusieurs cas de figure. Alors, je prends en main les commandes. Voilà. Le premier cas que nous allons voir, c'est un cas qu'on avait déjà vu dans un précédent webinaire sur un truc bien particulier. Alors, c'est une banque. On travaille actuellement avec la BRED qui utilise notre API afin de relever pas mal d'informations afin de réaliser un petit dashboard. On peut voir une petite illustration comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on a reproduit nous. On voit une illustration justement qui résumerait pour les clients utilisant Evolise, les clients de la BRED utilisant Evolise, sur l'interface de la BRED, peuvent récupérer toutes les informations qu'ils ont récupérées via l'API, à savoir le chiffre d'affaires, les impayés et le solde bancaire. Donc ça, pour faire ça, moi, je vais vous faire une petite démonstration de comment on peut récupérer ces informations, ces données, chose, je le répète, qu'on avait déjà montré à l'époque. On va passer plus vite dessus. On utilise ici Postman. Donc, vous devez voir normalement sur mon écran l'outil Postman. Donc ça, bien entendu, je vous le dis, il est préconfiguré. On est sur l'environnement de test. Donc, on n'est pas en prod. On est sur notre machine de test. C'est pour ça qu'il y a des liens qui ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. Voilà, et je l'ai préconfiguré pour la démonstration, c'est-à-dire que j'ai déjà les clés publiques de rentrée, les clés secrètes, etc., etc. Donc là, tout d'abord, avant de faire une requête, chose qui se fera dans le code de votre application, il faut d'abord que je m'authentifie. Donc, je vais appeler l'API sur /API/login. J'envoie, j'ai sélectionné ma clé publique et ma clé secrète. J'envoie et on me rend Est-ce que tu peux zoomer légèrement, Julien? C'est qu'on ne voit pas très bien. Alors, je crois que j'ai regardé hier et je ne peux pas. Il me semble qu'on pouvait, à l'époque, avec un contrôle plus, zoomer sur… Ah bah si, hier ça ne marchait pas et ça marche aujourd'hui, tant mieux. Vous voyez mieux là? Tu vois mieux, Olivier? Ou encore moi, oui. Ouais, si tu peux zoomer légèrement encore. Hein. Voilà. Après, sinon, j'aurai du mal à présenter. Ouais, c'est bon, je pense. Donc là, voilà, on voit… Je vais essayer de remettre un petit peu voilà, ce qui est important. Donc là, est-ce que je peux… Non, je ne peux pas. Donc là, on voit que j'ai appelé en post mon URL Evolise API/login pour me connecter. Donc, j'ai reçu en réponse, dans le corps, un access token. Donc, c'est cet access token que je vais copier. Hop là, je suis descendu trop vite, que je copierai et que je vais placer en mirror dans toutes mes requêtes suivantes, dans la limite de la période autorisée, c'est-à-dire jusqu'à 10h40 en time zone Zulu, UTC. Là, je repasse brièvement, on voit tous vos scopes, c'est-à-dire toutes les autorisations, tous ceux à quoi vous avez accès. Là, je suis connecté en tant que société simple. Okay, il y aura des fois où il y a des endpoints qui sont accessibles seulement en tant que prescripteur de marque blanche parce qu'elles ne concernent que ces personnes-là. Donc là, avec ce token, donc le token complet, qu'on copie normalement sur les endpoints suivants. Donc là, je passe, par exemple, je reviens, là, je veux, par exemple, le solde bancaire. Je vais attaquer le endpoint pour avoir la liste des banques. Donc, j'ai mon URL, API/v1, compagnie. Là, j'ai mis ma société, OK, en dur.
J'aurais pu, comme je suis en tant qu'utilisateur simple, société, j'aurais pu m'en passer. Ok, il aurait tout de suite, comme je suis connecté, il aurait pu s'en passer et on aurait pu s'en passer et avoir directement nos banques. On voit que dans les autorisations, j'ai spécifié mon token. Donc là, bon, il se copie automatiquement. Dès que je me connecte avec Postman, il le copie automatiquement dans ma variable token. Donc ça, c'est à vous de le faire dans votre application lorsque vous vous connectez. Donc là, je vais le lancer en direct. Et voilà, je récupère. Bon, moi, par défaut, j'ai une seule banque. Il me précise la banque, son label, la balance, la date à laquelle la balance a été faite. Bon, c'est un peu vieux, c'est des données de test. Hein. Et puis, je peux récupérer tout ça. Et ce qui est important, c'est que voilà, je peux avoir la balance totale. Ce qui peut me permettre de l'insérer dans mon solde bancaire. Si j'ai plusieurs banques, ça va s'agréger, je fais une somme et puis je le retrouve affiché dans mon dashboard. Ça, c'est pour le premier accès. Il y aura un second accès pour le dashboard, c'est la liste des impayés. Alors ça, c'est mon endpoint overdue payment. Donc, on va dans les rapports. Tout ça, c'est toutes des données que vous retrouvez sur Evolise, hein, sur le compte sur votre compte Evolise. J'ai oublié de préciser, je le précise quand même, que vous avez le détail de l'API on l'a vu tout à l'heure, sur evolise.io/documentation. Et vous avez toute la documentation. Donc, on se base dessus. Il y a plein de manières de varier les appels. Là, pour l'exemple, je fais des appels assez simples. Je passe que le token pour l'instant. On commence doucement. Donc là, je vais demander mon rapport d'impayé. Donc, je vois que je récupère les infos. De toute façon, tout est précisé dans la doc. Il suffit que j'aille dans les rapports. Voilà, report impayé. Je sais les paramètres que je peux passer à ma requête pour requêter finement ce que je souhaite requêter. Je vois le retour. Voilà, c'est les paiements. Voilà, c'est ce que je souhaitais. Et je vois la forme du retour, ce qui vous sera nécessaire justement pour traiter les données. Donc là, je sais que j'ai des infos où je vois le nom du rapport, la stamp date, c'est peut-être utile pour vous. Mais dans le cas présenté, ce n'est pas utile. Ce qui compte, c'est juste d'agréger. Donc là, j'ai toutes les données, les impayés depuis plus de 31 jours, entre 0 et 15 jours, etc. Moi, je suis mauvais payeur. J'ai 125 impayés avec un montant assez élevé. Ça, c'est mon total et c'est ce qui va me servir, ce que je peux traiter à partir du JSON reçu pour afficher, je reviens dessus, pas là, voilà, pour afficher les impayés avec le nom d'impayés. Dernier endpoint pour ce dashboard, on peut afficher le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un autre endpoint. Donc, avec la récupération du CA. Alors là, on commence à attaquer avec des paramètres. Donc, toujours mon autorisation, j'ai toujours mon bearer token, qui est toujours valide normalement. Et je rajoute ma période, parce que je veux mon chiffre d'affaires sur l'année. Mais je peux préciser autre chose, sur le mois, etc. etc. Là, j'ai demandé sur l'année et je vois le détail. Donc, toujours pareil, c'est un compte de test, donc il n'y a pas énormément de données. Donc, je vois qu'en 2021, par exemple, je vais dans données, 2021, janvier, je n'ai pas de chiffre d'affaires, je suis à 0, etc. On voit qu'en mars, j'ai fait 21, etc., etc. Et je crois, si les souvenirs sont bons, voilà, c'est à la fin, j'ai le total. C'est ce qui va m'intéresser. Je peux récupérer le total TTC ou le total hors taxe. OK, là, je vais prendre l'un des deux et je l'afficherai là dans mon chiffre d'affaires. Je reviens brièvement sur la période. Voilà, là, j'ai bien précisé la période. Si je veux préciser une autre période, je peux mettre l'année dernière. Je refais ma requête et j'aurai toute autre chose. OK? Donc ça varie. Et si je ne mets rien, j'aurai la période par défaut que votre compte utilise sur Evolise. On fait, voilà, je crois que je suis en mensuel sur Evolise, j'ai le manque. Voilà. Voilà pour mon cas numéro 1. Donc ça, c'était le dashboard fait par un exemple de dashboard qui est réalisé par une banque, la Bread, en l'occurrence, avec notre API Evolise. Ça, on l'avait déjà vu. Ce qu'ils ont réalisé aussi, c'est un abonnement client. Les clients de la Bread peuvent s'abonner à Evolise par un formulaire qu'ils ont recréé sur leur portail. Alors, ça, vous pouvez tout à fait très bien le refaire.
Là, j'ai pris juste un exemple, c'est le formulaire Evolis d'inscription. Mais voilà, vous pouvez l'intégrer sur votre site de la manière dont comment vous dire et le customiser tel que vous le souhaitez. Et lorsque les choses sont faites, lorsque le formulaire est fait et rempli, vous n'avez qu'à faire des appels pour créer la société et l'abonnement du client. Je vais vous faire une démonstration. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, sur le dashboard, donc il y avait 4 appels pour faire un dashboard. Il y avait 3 appels en get pour récupérer la donnée et bien entendu au début l'authentification. Je reviens là où je vous parlais au début. Donc ce que je fais, c'est que là, pour me connecter pour un abonnement client, pour abonner des personnes, là je dois être prescripteur. C'est-à-dire que je ne sais pas donner à tout le monde, c'est-à-dire avec un simple abonnement en société, on ne peut pas utiliser ce endpoint. Donc là, je me connecte avec la clé prescripteur et j'aurai en gros 2 endpoints à utiliser pour récupérer plusieurs choses. C'est-à-dire, je m'explique. Tout d'abord, pour revenir sur le chemin d'accès, sur l'abonnement client, on ne demande pas énormément de choses pour inscrire une nouvelle personne. Il nous faut le nom, le téléphone, l'email, le mot de passe et le chemin d'accès. Ça, c'est obligatoire. Le chemin d'accès, pour l'avoir, il faut savoir s'il est valide. Par exemple, si moi, mon nom, c'est Julien Libert, mon compte, c'est J-Libert, il est déjà pris. Si je le tape, ça va me dire non, il n'est pas disponible. Donc ça, vous pouvez avoir le contrôle automatique sur votre site. Pour ça, on a accès au endpoint suivant, c'est API v1/AccessPass. Alors là, je me suis authentifié. Regardez, ça ne sert à rien. Il est ouvert à tout le monde parce que on doit savoir, on doit pouvoir l'utiliser sans forcément être connecté. C'est ceux d'après qui ont besoin de l'authentification. Donc là, je précise en paramètre, en query paramètre, le path avec, là, j'ai mis jlicoli, hop, je vois que c'est disponible. Si je mettais jlicoli 2, que j'ai créé juste avant, je vois qu'il n'est pas disponible. J'ai available à false. OK, c'est par rapport à ça que vous pouvez vous fier pour dire attention, c'est bien disponible ou autre. Ça, c'est le premier endpoint qui peut vous servir pour faire un formulaire un peu interactif et ça s'attaque en get. Pour créer ma société, voilà, je vais sur l'endpoint de création de société. Il faut l'attaquer en poste, bien entendu, puisque c'est pour créer de la donnée. Donc ça, c'est vraiment ce qui va sortir très prochainement, quoique encore celui-ci était déjà sorti. Donc c'est API/v1/companies et on va créer la société. Donc là, j'ai besoin d'un code de société. Donc ça, c'est à vous de le fournir. Le nom de la société. Donc là, moi, j'ai rentré jlicoli 1. J'ai mis un email d'un de mes collègues développeurs. Et j'ai mis un template menu. Alors, template menu, c'est le menu par défaut proposé à l'utilisateur. Donc ça, vous pouvez le récupérer. On ne peut pas le deviner. Vous pouvez le récupérer sur le endpoint. Je vais dessus, template menu. Donc ça, c'est un appel get authentifié, bien entendu, avec le token prescripteur. Donc là, je l'appelle. Hop. Et vous voyez que j'ai plusieurs menus disponibles. Là, j'ai les menus en fonction des abonnements. Donc, le menu pour un smoothie banane, menu banana split, etc., etc. Je lui en place un et il sera par défaut appliqué à ma société. Donc voilà, c'est là où je l'ai précisé. C'est bon, je vous relaisse la main, les garçons, si tout fonctionne de l'autre côté. Alors, je reprends, on est un peu perdu pied. Donc voilà, j'ai donc créé on était, je ne sais plus où est-ce que ça a coupé, puisque moi je l'ai vu un peu sur le tard. Je crois qu'on était moi j'étais sur la création de la société, après avoir récupéré le menu utilisateur que j'allais proposer. Donc j'ai créé, et pour moi ça s'est arrêté juste là. Donc j'ai envoyé un code que j'ai choisi, avec un nom de société qui était disponible, un email. Bon, ça, vous pouvez en avoir plusieurs. Il y a pas plusieurs fois le même, ce n'est pas un souci. La personne aura le choix lorsqu'elle se connectera. Nom de société aussi, il peut y avoir plusieurs fois le même. C'est l'AccessPass qui doit être unique. Donc voilà, ma société a été créée.
Oui, vous m'entendez. La société a été créée, je retrouve mon code, mon nom. Bon, il y a plein de champs qui sont vides, puisque je ne les ai pas précisés, mais tout ça, j'ai mis le payload minimum. Donc, j'ai envoyé du JSON, OK, avec les datas minimes. Vous pouvez préciser beaucoup plus de choses du premier coup. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez préciser l'adresse, etc., l'email, et ça, c'est sur plein de endpoints. Souvent, là, pour la présentation, pour que ce soit un peu plus digeste, parce que quand même, on est en train de lire du JSON tous ensemble, j'ai choisi de mettre le moins possible, pour que ce soit compréhensible. Donc, j'ai créé un compte. Vous pouvez préciser, voilà, par défaut, s'il est en live. Là vous pouvez moi, je l'ai mis live, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas en période de test. Et dès le début, je ne suis pas en période de test. Vous pouvez préciser en période de test dès le début, etc. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous… Alors, j'essaie de m'y remettre. Si je recommence la même chose, maintenant, on sait que, par exemple, l'AccessPass est déjà pris. Je relance. Hop, là j'ai une erreur tout de suite. 422. On ne peut pas effectuer la requête. Et j'ai l'erreur qui m'est donnée avec la précision. Attention, le AccessPass a déjà été pris. Et voilà. Pareil, plein d'autres choses. Si j'enlève l'adresse email, je renvoie. On va me le préciser. J'ai un tableau avec l'email. Tout ça, ça vous est précisé dans la doc. L'email, le champ email est requis. L'AccessPass a déjà été pris. Voilà. Toutes des informations. Comme ça, juste je retourne. Voilà, ce genre de choses, vous les trouvez dans le détail de la documentation. Je vous montre en live pour la création de société, puisque là, voilà, compagnie, création de société. Voilà, on sait que quand on a une 422, ça va être une erreur avec le message, etc. Et on voit tout le détail qu'on peut avoir. OK? Donc, jusque-là, donc, on a déjà deux cas d'usage. Donc, un pour le dashboard, un autre avec la création d'un client. Ensuite, on va avoir la suite qui rentre un peu… attendez, est-ce que je n'ai pas oublié une slide? Non, c'est bien ça. Donc là, on rentre dans le dur avec le e-commerce. Alors là, c'est un cas d'usage classique, qui peut être classique, c'est-à-dire que vous avez un site e-commerce qui peut être un site custom, complètement custom. Vous avez une solution e-commerce à vous, ou un site plus générique, un WooCommerce, un Magento, etc. Là, vous pouvez développer un plugin ou un système qui va se connecter automatiquement à Evolise pour tout ce qui est de la partie facturation. Donc, l'intérêt, c'est que vous aurez des factures NF203 respectant la norme NF203, donc légales, et vous pourrez gérer tout votre compte, vous aurez tous les rapports, etc., gérés par Evolise. Donc, pour ce faire, après, ça sera à vous sur chaque système de soit s'interfacer à travers le site e-commerce, soit carrément de remplacer la partie facture, commande, etc. Ça, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez faire tout cela grâce à Evolise. Donc là, c'est un des cas les plus longs à vous expliquer. Je reprends la main, là, voilà. On voit, donc je passe sur le cas 2 de l'e-commerce. Je vérifie juste que je présente bien la bonne chose. Oui, c'est ça. Donc là, je vais m'authentifier. Toujours pareil, c'est déjà préconfiguré. Je me suis mis… j'ai oublié de vous dire. Oui, voilà, si je vous l'ai déjà dit. J'ai mis ma clé publique, ma clé secrète. Je lance. Je suis administrateur. Voilà, aussi, il y a le fait que je suis administrateur. Ça génère l'access token. Le fait que je le génère, Postman me met automatiquement dans les autres endpoints que j'appelle en mirror token. Par la suite, donc ce que je peux faire, c'est que je peux déjà récupérer les clients. Imaginez que vous ayez déjà interfacé votre solution e-commerce. Vous avez fait le lien entre vos clients de votre solution e-commerce et les clients sur Evolise. Vous pouvez récupérer automatiquement les clients et les préciser dans la commande ou la facture que vous allez créer. Donc là, je montre un exemple simple. C'est un endpoint get. Donc en récupération, sur V1 compagnie, donc ma société, /client, un client que je connais, on me dit que j'ai déjà fait la liaison, je sais que c'est un ID spécifique, je requête, et voilà.
Donc là, je récupère toutes les informations. Tout ça, c'est précisé dans la documentation. On récupère le client ID. On sait que c'était l'utilisateur qui l'a créé. Donc ça, après, vous pouvez recruter, savoir qui c'est dans le détail. Et voilà, j'ai le nom, j'ai le type, c'est un particulier, pas un professionnel, et plein d'autres informations détaillées dans la documentation. On voit l'adresse, etc., etc. Donc, pas mal de choses qui peuvent être déjà toutes entièrement saisies par le client sur votre site e-commerce et qui peuvent avoir été remontées sur Evolise. Donc ça, c'était pour vous montrer la création d'un client. Donc ça peut être des choses que vous pouvez récupérer. Vous pouvez récupérer donc l'ID, vous l'avez déjà, et on va par exemple le placer tout à l'heure dans la création d'une commande. Vous pouvez aussi, tout à fait, lorsqu'il y a un nouveau client, le créer de toutes pièces. Là, je me suis créé moi-même. Donc là, je suis sur le endpoint client en poste parce que je vais le créer. Et j'ai donné un payload en JSON avec quelques informations. J'ai mis le minimum requis. Donc, un code client. Ça, c'est à vous de le définir. Ou ça peut être votre Magento ou autre qui le fait passer, qui l'a choisi pour Evolise, on va dire. Le nom, ça aura été certainement rempli par la personne. Le type, particulier, professionnel, et l'adresse. J'ai besoin au moins du code postal de la ville et du pays, en code ISO 2. Donc là, je vais le créer. Et voilà. Et il est créé avec toutes les informations. Comme toujours, on peut rentrer encore beaucoup plus de détails. Rentrer son numéro, son SIRET, ses informations bancaires, son adresse, dans le détail, son téléphone, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir en fonction des informations que vous récupérez depuis le site e-commerce. Et toujours pareil, donc ça, c'est quand ça fonctionne, l'idéal. Donc, je récupère une réponse HTTP 201, comme quoi la donnée a été créée, et je vois tout de suite le retour que je pourrais requêter. Bon, là, je viens de me le créer, c'est JLI2, et on va le voir d'ailleurs dans Evolise. Je vais vous montrer. Hop là, si je m'en sors avec mes onglets. Alors, je vais dans mes clients, et je vais faire ma recherche. JLI2. Hop, et voilà, c'est bien Julien Guibert à la garde que je viens de créer à l'instant. OK? Si je recrée le même, normalement, ça va planter parce que j'ai un client ID qui est déjà sélectionné. C'est ça. Pas le client ID, le code. Le client ID, il est généré automatiquement, on vous le rend justement. Donc ça, voilà, le code a déjà été pris, il faut en choisir un autre. Donc voilà, vous pouvez gérer ça avec… On a suivi une architecture REST, donc vous pouvez récupérer, vous avez les codes HTTP classiques qui sont répondus en cas d'erreur, en cas de succès, en cas de création. De toute façon, tout est précisé dans la documentation. Petite incartade sur la documentation. La documentation suit la norme OpenAPI 3. Donc, vous pouvez l'exporter. Vous avez le bouton. Je vais essayer de remonter tout en haut. Il est long maintenant. Vous l'avez là. Vous pouvez la télécharger. C'est en YAML et vous pouvez l'apporter dans votre Postman, etc. Vous aurez tous les endpoints déjà disponibles. Puis certainement dans d'autres outils. Autre chose, j'en étais donc à la création client. Donc voilà, on a vu comment créer un client, comment le récupérer. Pareil pour les contacts clients. Le contact client, il faut que je me base. Là, voilà, on va dire que j'ai déjà depuis mon site d'e-commerce déjà créé un client, je sais déjà son ID, je peux le requêter. J'envoie ma requête. Pour l'ID, donc la société 27 1699, les contacts clients et l'ID 41 414 513. Donc voilà, je récupère l'utilisateur, etc. OK, voilà, c'est un vieux contact que j'avais fait et qui était lié à un client créé précédemment, celui qu'on a vu précédemment en récupération. Donc ça, c'est pour les récupérer. Donc ça, on a ce qu'il faut. Pareil, on peut faire une recherche large là, sur contact client. Hop, voilà. Et là, je vois tous mes contacts clients qui arrivent en paginé, etc. Et je peux préciser dans les query paraméters une recherche avec search. Et je chercher par nom, exactement comme dans Evolise, lorsque je suis dans client et que j'ai fait tout à l'heure, rechercher par code, rechercher par… là, c'était les contacts clients en l'occurrence.
Voilà, là vous pouvez faire, vous avez la recherche, vous avez la recherche avancée, vous retrouvez les mêmes choses sur l'API. OK. Je continue avec la création d'un contact client. Parce que bon, voilà, pareil, je vous mets la marche à suivre. Donc là, c'est toujours pareil, on était sur la récupération. Là, on change juste le verbe HTTP pour la requête. Donc, on passe sur du post pour la création. Sur ma société, / contact client. Et j'ai un payload en JSON, toujours au minimum, mais on peut l'étoffer. Donc, j'ai mis un client ID auquel il est rattaché. Donc, le client ID, par exemple, que j'ai créé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en ai créé un. J'en ai créé un qui a par exemple, voilà. 3, j'en refais un. Je dis 3. Je prends le client ID et je vais l'attacher mon contact client. Voilà, à ce client ID. Donc, au code client, je lis 3, je peux avoir plusieurs contacts clients. Par exemple, une société, derrière, on peut avoir plusieurs personnes à contacter avec des adresses mail différentes, etc. Donc là, je vais le créer. J'ai mis juste son nom, Fernandson, et son email, fernandson@evolis.com. Je crée. Et voilà. C'est créé assez rapidement. J'ai un contact ID qui m'est retourné. Je peux le récupérer, le stocker dans mon e-commerce. Enfin, oui, dans mon e-commerce pour les appels futurs, lors de futures créations de factures ou autre. Donc, vous avez tout le détail. Alors là, on est sur l'e-commerce, mais ça, vous verrez, ça vous sert dans plein d'autres situations. Toujours pour la même chose, pour créer une facture, il faut bien entendu des articles. Alors, soit vous avez des articles que vous stockez dans du catalogue. Dans le catalogue, genre, je vais vous montrer le catalogue, j'ai mes articles. Enfin, bon, ça, c'est des comptes de test. Hein, donc, il y a du Lorem Ipsum, du bidule, du article démo. Vous trouvez un peu de tout. Là, j'ai choisi une référence ABC1, donc je vais aller en poste puisque je suis en création. Et je mets une désignation des articles démo du jour. J'envoie et je crée. Mon article est créé. Ça, c'est un article que je pourrais, si je stocke l'ID, qu'il a une correspondance avec celui de mon. Ensuite, qu'il est stocké dans mon site d'e-commerce, je peux bien entendu le réutiliser justement pour plus tard dans mes commandes Evolis. Donc ça, pareil, je l'ai créé. Vous allez le voir, il va apparaître, si je rafraîchis la page, ABC1, article démo du jour. OK. Là, on peut lui préciser le prix unitaire, la quantité stockée, on peut lui préciser tout ça. Là, je ne l'ai pas précisé. Mais on peut le modifier là, en live, l'éditer. Si je le mets l'article, ici, je lui mets un prix unitaire TTC, je lui mets 20 €, j'enregistre. Voilà, normalement, si je reviens et que je le requête, parce que je peux aussi récupérer mes articles, je vais prendre création d'article, je vais prendre le code que j'ai là et je vais récupérer l'article. Voilà, alors soit là, plusieurs choix. Soit j'ai mon article, je lui passe. Je me lance un peu parce que je n'avais pas prévu ça. Directement l'ID, je vais donc sur un endpoint en get, sur un endpoint spécifique d'un article, je vais le récupérer, ça marche. J'ai mon article, on voit le retour, mon article, avec toute sa référence. Référence, on a aussi référence clean, c'est-à-dire s'il y a des glyphes ou quoi, donc on les enlève. La désignation clean, c'est-à-dire sans HTML, si mes souvenirs sont bons. La quantité, et on voit qu'il s'est mis à jour. J'ai bien mes 20 € TTC. Et hors taxe, puisque je n'ai pas précisé de TVA. Donc voilà, il y a tout plein de choses qui sont générées automatiquement. Pareil, si je peux attaquer aussi le endpoint article, mais générique, où j'ai la liste, avec justement une recherche. C'est-à-dire que je vais chercher ABC 2 ou 1. Là, c'était quoi que j'avais mis? ABC 1. ABC 1. Donc là, si je ne précise pas de requête de recherche, je vais récupérer le catalogue de mes articles. Donc là, vous voyez, j'ai l'article vente de marchandises, j'ai bidule, j'ai ABC1, j'en ai plein. OK? Et si je précise, je relance la requête avec search ABC1, je trouverai mon article. Donc après, à vous d'utiliser ce que vous souhaitez et d'attaquer les endpoints comme vous le souhaitez afin de, comment vous dire, afin de récupérer l'information que vous souhaitez et à vous de la stocker et de faire les traitements que vous souhaitez dessus. Maintenant,
Donc, on a fait tous ces endpoints préalables. On peut désormais créer une commande. Alors là, on arrive dans des gros payloads, puisqu'on a quand même beaucoup d'informations à préciser. Donc là, on est sur de la création, donc on va attaquer sur du post, sur API/v1 companies, mon numéro de société, sale orders, commande en anglais. Je dois préciser donc un numéro, alors pareil, j'ai mis le payload minimum à l'heure actuelle. Donc, par contre, j'ai mixé deux choses. Alors, déjà, il faut préciser un numéro de document externe, obligatoirement. Une date, là j'ai mis le 9 novembre, on est le 9 novembre, c'est aujourd'hui. J'ai précisé un client, un contact ID, un contact client, quoi. J'ai mis deux items à l'intérieur. Voilà, un que j'ai créé précédemment. Donc, j'ai simplement, parce que vous avez le choix, justement, on le précise. Je vais vous le montrer. On est dans la création de commandes. Je vais vous montrer dans la doc. Lorsque vous arrivez dans la doc, je veux créer des commandes. Simplement, beaucoup de choses. C'est pas du tout ça. Je suis dans les journaux. On y arrive. Voilà, c'est l'order. Voilà, création. Création, je peux donner tout ça en payload. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai perdu le fil de ce que je faisais. Ah oui, voilà. Dans les items. Les items, ils sont, voilà. Les items, j'ai le choix. Voilà. Soit je lui donne un item sans l'article ID, soit je lui donne un item avec l'article ID. Pourquoi tu montres plus ton écran, là, Julien? Ouais, il vient de sauter, c'est ça? Oui. Je repartage. Hop. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Je sais pas, ça a sauté tout seul. On est vraiment maudit aujourd'hui. Donc, un item avec l'article ID ou sans article ID, comme je vous disais. Donc voilà, il y a plus ou moins de choses requises. Par exemple, si je connais déjà l'article, je peux le récupérer. Il va récupérer toutes les informations et le placer. Donc, je peux lui mettre que l'article ID. Mais je peux aussi surcharger exceptionnellement sur cette commande la désignation ou la quantité ou l'unité. Tout ce qui est possible est décrit dans la documentation. Et là, moi, ce que je vous ai mis, voilà, je vous ai mis les deux cas. J'ai créé un article de toute pièce qui ne se stockera pas dans le catalogue, donc, mais qui sera sur votre commande. Donc, un article saisi à la volée. Donc, j'ai mis mon article custom. Quantité, j'en mets 2 et j'ai mis un prix de 10 hors taxe. Voilà, il faut des pterms, c'est les. Il y a un endpoint pour ça. Là, je ne le détaillerai pas là parce qu'on en a déjà pas mal. Mais vous pouvez récupérer les. Ah, j'ai plus le mot en anglais, en français. Le terme de. On va dire les termes de paiement, le pterm. Olivier, tu l'as le. Conditions de règlement. Les conditions de règlement, voilà. Donc, les conditions de règlement, voilà, il y a un endpoint pour les attaquer et récupérer ce que vous voulez mettre comme conditions de règlement. Donc là, on passe tout de suite à la création. On en est là. J'ai mis l'order et je poste. Paf. J'ai une 201. C'est créé. Ça réussit. J'ai donc réussi à créer ma commande pour mon client. Donc, c'est ce que j'avais précisé. C'était donc là, on voit ce que j'ai envoyé. Donc, c'était la 74 645. Voilà, 746 645. Et c'était Stéphanie Charpentier. C'était bien ça. Voilà, là, il m'a précisé la currency par défaut, etc. Le total de ma facture, etc. Qu'il a pris en fonction des articles que j'ai passés. Là, on voit les termes. Là, on voit le commentaire que je n'ai pas passé. Et on voit les items. Donc, il a récupéré mon article custom que j'ai créé. OK. Et il a récupéré mon article que j'ai créé tout à l'heure, que je lui ai passé en ID, qui était article de démo. ABC2, dont j'avais créé hier pour la démo d'aujourd'hui. Voilà. Bon, là, j'ai mis 0 en quantité, mais voilà, on pouvait préciser toutes ces choses. Voilà, lorsque j'ai créé la commande, je peux aussi créer la facture. C'est à peu près la même chose. Donc là, je lui donne un numéro externe, je lui donne une date. Pareil, je le lis à un client, un contact. Tout ça, c'est votre site e-commerce qui peut pousser toutes ces informations et vous retrouvez votre facture sur Evolise. Evolise qui peut aller plus loin par la suite, justement, puisqu'on pourra créer aussi
envoyer l'email, rajouter des paiements, etc. Donc là, je crée sur le post invoice, c'est quasiment la même chose. Je mets les items, j'ai fait exactement la même chose en fait. Et après la commande, je crée la facture. Il est à préciser qu'à l'heure actuelle, on ne peut… Bon, bad request. Désolé, je vais préciser après. Voilà, j'ai déjà utilisé parce que je l'ai fait hier pour tester. Donc, mon numéro externe est déjà utilisé. Si je rajoute, hop, 21. Voilà, on ne peut pas le faire deux fois. C'est des restrictions que vous avez sur Evolise que vous retrouvez ici. Donc là, voilà, j'ai créé ma facture. J'ai donc un invoice ID que je peux stocker sur mon site e-commerce, etc. pour faire le lien entre les deux. Et j'ai tout le reste. OK. Cet invoice ID, je remonte, cet invoice ID, il va être utile pour faire des actions sur votre invoice. Là, à l'heure actuelle, on voit que j'ai un document, j'ai créé, mais je l'ai créé, cette facture, seulement en brouillon. Oui, je l'ai créé en brouillon, là on le voit parce que c'est un numéro temporaire. Ce qui peut être intéressant, c'est ensuite de le sauvegarder, ce numéro, d'enregistrer votre facture. Donc pour ça, on va sur l'endpoint de création. Il a son nom de création de facture. J'y vais, je prends le bon numéro, donc celui que j'ai récupéré, invoice ID, c'est celui-ci. OK. Et je vais le placer donc sur ma société. Invoice, je précise l'invoice que je viens de créer, donc je le change, voilà, le 28. Et je vais sur le endpoint create. Dans le corps, je n'ai rien. J'ai juste l'autorisation, donc le token. C'est juste pour lui changer de statut. Je lui poste. Et voilà. Ma facture est passée de l'état brouillon. Je crois qu'on a le statut quelque part. Voilà, le statut au statut créé. Tout à l'heure, je pense que je vais essayer de revenir dessus. On était là. Tout à l'heure, on avait le statut. Voilà. Statut brouillon. Statut field chez nous, c'est le statut brouillon. Et là, désormais, c'est la même. On a l'invoice ID. Elle est passée en statut créé. Donc, je le vois, F 2021 11 005. Donc, on va la regarder sur Evolise. J'y vais. On va facture. Je vois que la 05, elle est là. Elle a été enregistrée 9 novembre et elle est bien pour Stéphanie Charpentier, 20 €, etc. OK. Alors, tout à l'heure, je disais, quand j'ai loupé l'envoi de ma création de facture, que à terme, là, très prochainement, on va arriver sur la possibilité de transformer, ce qui est le plus pratique, parce que là, vous voyez, on a été obligé de créer la commande, ensuite, on est obligé de créer la facture, et on ne peut pas avoir le suivi, justement. On est obligé de faire l'action deux fois. Alors que bien très prochainement, vous allez pouvoir transformer votre commande en facture. On aura la transformation de documents vers un autre document. Ce sera pratique pour les liens entre documents et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai créé ma facture, elle est enregistrée. Maintenant, je peux même demander à partir de mon site e-commerce ou de mon application d'envoyer la facture au client. Donc, on a vu tout à l'heure que je pouvais récupérer les données du client ou vous pouvez les avoir sur votre site e-commerce. J'ai l'adresse email, c'est ce qui m'importe. Et là, je peux attaquer le endpoint d'envoi d'email. Donc, je vais sur mon… Alors, attendez, je récupère l'invoice ID. Je le prends. Et je vais l'envoyer par mail. Donc, toujours l'URL, V1 compagnie, j'ai mon compagnie ID. J'arrive sur l'invoice ID. /send. En poste, on l'attaque en poste. Et je vais préciser en payload le tout, à qui je l'ai envoyé. Donc, je peux en mettre plusieurs personnes. Si je mets une autre adresse, il l'aura aussi. Voilà, je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre aussi du CC, etc. Il me semble. Peut-être. Il y a d'autres paramètres. Là, je mets le minimum et j'envoie. Et je ne suis plus authentifié. Donc là, je vais me réauthentifier. Donc voilà, ça, ça c'est à vous de le gérer parce que lorsqu'on n'est pas authentifié, vous voyez, on se prend une 401. Attendez, non, c'est autre chose. Oui, on se prend une 401. Donc là, voilà, ça y est, me suis de nouveau authentifié et j'ai renvoyé ma demande et je viens d'envoyer l'email qui vient d'arriver. Voilà. C'est l'email classique, vous le voyez. C'est Gilibert via Evolise, donc c'est moi-même. Je me suis envoyé à Gilibert l'email. Donc alors, mon collègue, Monsieur Nicoli, a dû recevoir le même email avec à l'intérieur, bonjour, c'est ce que vous avez par défaut dans vos modèles d'envoi d'email,
qui est envoyé, mais vous pouvez préciser le contenu du message. J'espère ne pas vous dire de bêtises, je vais aller vérifier. Donc là, et puis là, les personnes ont le lien, ils peuvent cliquer dessus et retrouver la facture. Et tout ça sans aller sur Evolise. Mais c'est les mêmes choses que vous pouvez faire sur Evolise. Hein. Ça, c'était pour l'envoi d'email. Et puis, vous pouvez aussi payer la facture. Donc ça, c'est la même chose. Ça fonctionne à peu près pareil que l'envoi par email. Donc, je vais dessus. J'ai la société. J'ai… Bon, toujours la même. Mes invoices. Je spécifie l'invoice, la facture que je veux… sur laquelle je veux rentrer un paiement. Donc, celle qu'on vient de créer tout à l'heure. Je veux une date de paiement 2019. Je ne sais pas pourquoi je dis 2019, 2021. 10 octobre, j'ai fait un règlement client, j'ai mis un payload, celui qui est demandé dans la documentation. Un type de paiement, ben voilà, ça vous pouvez le récupérer aussi. Je ne l'ai pas spécifié ici, et vous pouvez récupérer les types de paiement, c'est-à-dire paiement par CB, paiement PayPal, paiement par chèque, paiement. Voilà, tout ça, ça peut être vous pouvez le récupérer et vous êtes obligé de le préciser. Le montant du paiement, donc je peux payer tout ou partie de la facture. Et là, j'ai mis un commentaire. J'ai mis chaque numéro, je vais payer. Hop, voilà. Je crois que ma facture est de 20 €. On va voir. Donc, j'ai rentré un paiement. J'ai un paiement ID pour ce document, avec une invoice ID, une date. Ça, pour tel client, bien entendu, c'est le client de. C'est le client qui est associé à la facture. Vous avez le label. Vous retrouvez toutes les informations que vous pouvez retrouver sur Evolise. Avec même le montant et le commentaire. Et vous avez le lien pour récupérer le détail sur la paie. Je peux refaire un paiement. Voilà. Pareil. J'en ai créé un deuxième, donc. Ok, ça a changé. Et on va essayer d'en créer plusieurs. Et je crois qu'au bout d'un moment, ça va me dire qu'on ne peut plus. Voilà. Parce que la facture n'est plus dans l'état payable. Il faut bien entendu que la facture sur laquelle je règle soit encore dans le statut qu'on puisse payer. Là, elle est entièrement payée. J'ai fait 2 paiements de 10 €, elle était de 20 €. Je ne peux plus payer et je vois que j'ai un Forbidden, une 403 Forbidden. La facture n'est pas payable. Voilà, tout ça, vous pouvez le vérifier sur le statut de votre facture, etc. Je vais sur Evolise pour vous montrer en parallèle. Donc, c'était ma facture 05. Voilà. Et on devrait retrouver beaucoup de choses. Ben voilà, on voit que ça a été transmis à Julien Libert par email, à Romain Nicoli, et qu'il y a eu 2 nouveaux paiements. Donc, ça, on le voit là-dedans. OK. Voilà. On voit les règlements. Chèque, voilà, j'ai envoyé par chèque. C'était mon premier de 10 € et mon deuxième règlement de 10 €. Voilà, associé à ma facture. Voilà pour ça. On a fini la partie e-commerce. Tout ce qu'on peut faire à partir d'un site e-commerce, tout ce qu'on peut pousser comme information. Ben voilà, déjà, ça fait vraiment un gros panel de endpoint qu'on a vu, de réception, Je vais remettre ma caméra. Voilà, si ça passe. Donc, ça fait déjà un gros panel de choses qu'on a pu voir, de beaucoup de création, beaucoup de récupération. À vous de traiter ces données, de récupérer, de stocker, de voir ce que vous souhaitez en faire. Comme on dit, c'est vous qui avez les clés en main pour faire ce que vous voulez avec ces données. On va passer à la suite. Alors maintenant, on a un troisième cas. C'est des cas spécifiques métiers. Pour la consultation des données. Julien, je me permets de faire mettre du temps parce que tu exploses un peu les compteurs, mais du coup, si sur le cas un peu de 3, tu peux aller plus rapidement pour qu'on évite de déborder. Oui, non, mais là, c'était le plus long. C'était le plus long. On va peut-être pas passer sur tous les endpoints. Ouais. Peut-être présenter globalement. C'est ce qui me semblait. Alors, je vais passer très rapidement. Donc là, c'est une société IT Solutions qui développe des solutions pour ses clients qui utilisent Evolise. Là, en l'occurrence, il y a un histogramme des soldes bancaires au jour J qui a été fait. Donc là, on l'a vu tout à l'heure pour un dashboard. De la même manière, lorsqu'on a plusieurs comptes bancaires, on peut récupérer une synthèse de soldes bancaires
à partir du endpoint Evolis. Donc là, je ne vais même pas vous le lancer, mais c'est la liste des banques. Voilà, je l'avais fait hier. On récupérait la balance de chaque banque à la date du dernier solde. Bon, là, c'est un peu vieux, puisque voilà, mais on peut en avoir plusieurs. Et à partir de ça, chaque jour, réaliser un histogramme en fonction de chaque banque et du montant de la balance qu'on trouve sur une banque. Voilà pour l'histogramme des soldes bancaires. C'était plus rapide là. On peut aussi faire une synthèse des comptes bancaires. Là, je vous montre un gros dashboard qui présente pas mal de choses. C'est-à-dire que si vous passez régulièrement sur ce endpoint de liste des banques et que vous stockez la balance chaque jour ou chaque mois, une fois par mois, vous pouvez mettre, comme on voit là, en juillet 2021, il y avait tant sur telle banque, tant sur telle banque, tant sur telle banque. En août, la même chose. En septembre, et vous pouvez voir l'évolution et générer des graphiques et des tableaux à partir de cette évolution. Ça, nous, on fournit les données en temps réel. Après, là, à vous de les stocker, pour voir sur la période que vous souhaitez. Là, il y a même une autre chose avec la synthèse des comptes bancaires. Il y a eu des emprunts nous, on ne gère pas ça. Donc, il y a des emprunts qui sont spécifiés sur l'outil qui a été créé et qui permet de faire des prévisionnels à partir des données récupérées sur les banques qui sont liées sur Evolis. Donc, on mixe des données de l'outil qui a été créé, des données récupérées via API depuis Evolis, et ça nous donne un outil très spécifique qui réagit en fonction si c'est de la récupération ou du poste, qui interagit avec Evolis dans les deux sens, en fait. OK ? Je ne vais pas m'étendre peut-être plus là-dessus. Est-ce que tu souhaites dire autre chose là-dessus, Olivier ? Non, c'est bon. La synthèse des comptes bancaires. On a vu aussi un cas d'extranet. Donc là, voilà, j'ai fait un petit résumé visuel. On peut avoir, imaginons que vous avez vos clients, si vous gérez vos clients et vous avez la solution Evolis, bien entendu. Vous pouvez associer chaque compte client vous pouvez créer un compte sur votre extranet à des clients, à vos clients. OK ? Vous leur donnez des identifiants et vous les associez à un ID de client qui est chez Evolis. Et grâce à ça, vous pouvez réaliser un petit extranet qui donne justement un récap des commandes et des factures à l'utilisateur. Il peut même récupérer les factures en direct. Donc, vous pouvez avoir un extranet qui vous met le numéro, la date, le montant de la facture. On pourrait imaginer qu'il puisse cliquer dessus et avoir le fichier. Ça se fait à partir d'Evolis. Je vous le montre vite fait. L'extranet, pareil, je m'authentifie. Et là, c'est juste appel à deux endpoints. Donc, la liste des factures, on l'a déjà vu, ou en tout cas, on a tourné autour tout à l'heure. Donc, je fais compagnie, 27, ma société, invoice. Je veux la liste des invoices, mais pas ceux de tout Evolis, de tout mon compte sur Evolis, mais que de ce client ID que je connais, à qui j'ai donné des identifiants. Je lui donne, je lui fais client ID et paf, je retrouve. Bon, là, c'est toujours la même cliente, Stéphanie Charpentier, et je retrouve ses factures. OK ? Donc, je vois data, il y en a plusieurs, etc. Si je ferme les data, je vois le total. Voilà, je sais qu'elle a 6 factures. Voilà, tout ça, c'est des données que vous pouvez exploiter et afficher justement dans la partie de mes factures de l'extranet que vous avez créé. Et j'ai simplement précisé le client ID dans la liste des factures. Et j'ai tout le détail. Vous voyez, je vous l'ai montré. On a aussi le fichier. Je crois voilà, on a aussi le lien vers le fichier que vous pouvez récupérer. C'est pareil, c'est un appel à l'API. OK. Pareil pour les devis. Il suffit de préciser le client ID ou le contact ID. On peut faire pas mal de choses. Hein. Ça, vous le voyez dans la documentation. Les commandes, c'est exactement la même chose. Vous précisez le client ID. Voilà. Et on récupère tout ce qu'on a à récupérer. OK. Et avec ça, avec ces deux endpoints, commande et facture, je peux récupérer, créer l'extranet. Ça, c'était notre cas numéro 3. On reste toujours dans le cas numéro 3. Un autre exemple de ce qui a été fait, c'est les données d'un CRM. On peut avoir un CRM, X, n'importe lequel, qu'on alimente avec des données clients. Et ces données clients, justement, peuvent être remontées sur Evolis. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure pour le site e-commerce, dans le cas 3, dans le cas 2, on a plusieurs endpoints d'attaque pour un client, un contact client, etc., etc.
Ça, c'est très simple d'utilisation, c'est du post. Vous pouvez juste soit déverser, soit faire communiquer entre eux les deux applications. Ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez créer, ce que vous voulez créer et comment vous voulez combiner toutes ces données. Voilà pour la partie CRM. Il nous reste un cas spécifique métier, K4. Alors, on a le fameux projet Crush. C'est un acronyme CRUSH. Je vous laisse, Olivier, qui va vous présenter ce projet. Oui, là, l'intérêt, en fait, c'est d'adresser en fait des verticales métiers qu'Evolise ne gérera jamais. Donc, Evolise se veut toujours être très spécifique et très générique. Enfin, justement, non, pas spécifique, mais très générique. Et là, en fait, c'était des cas d'usage de personnes en fait qui facturent, par exemple, un chantier. Sur ce chantier-là, on a donc l'entrepreneur dans le BTP a plusieurs chantiers et il doit facturer une partie du chantier. Donc là, en fait, par exemple, il va facturer 20% de son chantier sur un axe analytique particulier. Et donc là, l'outil de gestion de chantier, nous, on le fera jamais. Et l'idée, c'était que cet outil-là récupère la donnée d'une manière ou d'une autre, ou de la saisie de temps, hein, ça peut être l'équivalent, c'est de la saisie de temps, mettre à disposition, mettre en forme les données pour ensuite générer la facturation d'un ou de plusieurs clients, de plusieurs sociétés différentes. Donc là, en fait, on intègre aussi la notion d'axe analytique dans Evolise, qu'on peut aussi créer via les différents endpoints qu'on a, pour pouvoir ensuite récupérer le chiffre d'affaires par axe analytique, ce genre de choses. On va peut-être pas monter tous les endpoints, parce que là, il est déjà tard. Ouais. On va enchaîner. Voilà. C'est juste, voilà, là, on avait justement, ouais, c'est moi qui présente. On avait la récupération de chantier, on pouvait faire de la récupération de chantier. On pourrait le faire très vite, on voyait justement, c'est sur les axes analytiques. Je voyais mon chantier de la Valette, mon chantier de Toulon, mon chantier du Pradé. Je pouvais créer une facture avec un axe analytique que j'avais récupéré. Voilà, ça c'est possible. Et ensuite, les récupérer. Je peux récupérer les factures sur tel axe analytique. Tel ou tel axe. Voilà. Et là, je pouvais avoir même le détail. Voilà, je sais qu'il y en a 3. Et puis, je pouvais faire à vous d'agréger les données, de voir, il y a eu temps. Je crois qu'Olivier, on avait même dit que dans les rapports, on pouvait les attaquer par les axes aussi. C'est ça, ouais, le suivi de chiffre d'affaires par axe notamment. Ouais. Voilà, vous pouvez faire la somme des factures, mais après, vous pouvez récupérer tout simplement le rapport le rapport des chiffres d'affaires spécifiques par axe. C'est ça. Ok, on continue. Oui, ensuite on a donc le cas 5 où on a des outils connexes, c'est-à-dire que là ce sont des outils qui sont externes à Evolise, qui ont du coup développé des API sur nous. Donc là on a le premier projet, c'est Velixo, qui est un connecteur pour Excel. Là l'idée c'est de récupérer le grand livre pour la partie comptable et ensuite de pouvoir faire des rapports par secteur d'activité bien précis sur des données peut-être même extra-comptables ou directement la compta générale que nous on n'adresse pas, de pouvoir mixer en fait les données directement dans un tableur Excel, de pouvoir faire des graphiques, de pouvoir mettre à disposition ça si on a Office 365. Donc ça c'est un connecteur qui va sortir bientôt, qui sera basé sur nos API. Et on a un deuxième cas d'usage qui est... Je ne vous montre pas donc l'endpoint, voilà, on peut récupérer les grands livres, etc. par période, où on voit tout ce que vous voyez dans Evolise, vous pouvez récupérer les lignes du journal du grand livre. Voilà, vous pouvez spécifier la période, vous pouvez exclure des journaux, le journal des ventes du grand livre, etc., etc. Vous pouvez être très précis dans ce que vous requêtez. C'est ça. Pour répondre à la question qui est posée là sur Velixo, c'est un outil tiers, donc ça sera leur facturation à eux. On n'intervient pas dessus. Mais ça fait partie des applications externes qui ont développé des API qui peuvent consommer les données d'Evolise. Et enfin, on a voulu vous présenter la dernière intégration qui est Agicap. Donc c'est un outil de prévisionnel de trésorerie alors ça c'est déjà en production de mémoire.
et donc là qui a consommé les commandes clients qui sont dans l'état enregistré, donc là pour gérer toute la partie des commandes engagées. Et ensuite, il requête notamment les documents liés pour savoir si cette commande a été facturée, est-ce qu'il y a des acomptes ou des factures dessus, pour pouvoir le sortir du rapport, puisque du coup, c'est du constaté. Et donc ça, c'est assez puissant aussi pour coupler vraiment sur un outil tiers qui va gérer uniquement sa verticale métier à lui sur la partie prévisionnelle. Ce qu'on va essayer de faire, donc là, on a listé 2 outils, mais il en existe bien d'autres. C'est que sur la partie page fonctionnalité que vous retrouvez sur le site web, on va essayer de recenser un peu toutes les applications qui nous utilisent. Ça sera jamais exhaustif, malheureusement. On essaiera de le maintenir au mieux, mais au moins vous aurez un éventail de tout ce qui est possible. Ouais. Alors j'essaye de voir en même temps les questions qui sont posées pour répondre à Kevin. Effectivement, Agicap devait... Par exemple, on attaque les questions, c'est pas des mots. Sur les filtres Agicap, c'est un sujet qui est à traiter de leur côté. Moi, je les ai avertis parce que je les ai vus déjà 2 fois sur cette partie-là, à voir avec eux directement s'ils ont corrigé ça ou pas. En gros, de mémoire, ils ne prenaient pas les bons états sur la partie achat. Et en fait, de leur côté, techniquement, ils pouvaient pas distinguer des états des ventes et des états des achats. Ils devaient améliorer ça de leur côté. C'était un problème technique de leur côté pour les distinguer. Après, est-ce qu'on peut récupérer des grands livres MyUnisoft? Alors, ce qu'on va faire avec MyUnisoft, c'est qu'on va synchroniser les OD. Donc, on a déjà une synchro montante vers MyUnisoft, c'est-à-dire qu'on synchronise des données de la compta auxiliaire de Evolise vers MyUnisoft. Et on va du coup faire l'étape inverse, c'est-à-dire de récupérer les OD MyUnisoft dans Evolise. Donc, toutes les OD de paye, les OD de TVA, les OD de lettrage, les extournes et autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Moi, je n'ai pas vu du tout passer. Comme je parlais, je n'ai pas vu passer de questions. Il y en a plein, je vois qu'il y en a plein. Ouais, ça a généré pas mal de questions, mais normalement, Peter et Brice ont pu y répondre au fur et à mesure. Donc, de toute manière, Olivier, tu avais partagé l'adresse mail. S'il y en a qui ont des questions sur l'API, ils peuvent contacter le support dédié API par mail directement. Et puis, si vous mettez en place des intégrations avec Evolise, ça nous intéresse particulièrement de savoir ce que vous faites autour de notre outil. Donc, n'hésitez pas à nous les partager, même pour information, même si vous ne rencontrez pas forcément de problématiques. C'est toujours sympa pour nous de savoir ce qui se crée un peu autour d'Evolise. Bah, écoutez, merci Julien et Olivier pour cette partie, même si vous avez explosé complètement les compteurs. J'espère qu'on n'a pas été trop technique et trop barbant sur la lecture du JSON. Voilà, c'était pour voir les déroulés qu'on pouvait faire sur l'application. C'était technique, mais bon, après, on avait des interlocuteurs qui l'étaient pour la plupart, je pense. Donc, dans tous les cas, on reparlera de cette API parce que la sortie du poste la semaine prochaine, ça génère plein de nouvelles choses et plein de nouvelles opportunités. Je pense que c'était le but, le message qu'on voulait faire passer, que vous pouvez vraiment vous amuser autour de cette API et créer des nouvelles choses. Donc, c'est un sujet dont vous entendrez encore parler. On vous remercie pour votre temps, pour toutes vos questions, pour tout ce que ça a généré comme intérêt. Et puis, on vous dit à très bientôt, peut-être au webinaire facturation électronique pour ceux qui y sont fin du mois. On espère vous avoir et puis on vous dit à très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir.